Bonjour, dernier jour du salon CE ici au CNIT à la Défense, avec celui qui a fait que les salons des comités d'entreprise existent aujourd'hui, c'est Jean Auroux, puisque les lois Auroux ont donné une expression au comité d'entreprise et ont permis à des fournisseurs sur le rôle économique du CE de venir. Et donc nous accueillons toujours avec plaisir Jean Auroux, qui est celui grâce à qui se tiennent les comités d'entreprise, et Jean-Frédéric Poisson, secrétaire national de l'UMP en charge du travail. Qui travaille bien sur le code du travail et qui est un des spécialistes à l'UMP de ce volet-là. Et pour introduire ce débat sur faut-il donner d'autres prérogatives aux élus de comités d'entreprise et représentants du personnel, on va faire de la politique fiction. Jean Auroux, on est en mars 2012, vous êtes de nouveau ministre du Travail. Qu'est-ce que vous prenez comme décision concernant la représentation des salariés ? Alors c'est de la politique fiction, même si ça peut correspondre à mes espérances. Non pas en tant que ministre, mais en tant que majorité parlementaire de gauche et progressiste. Alors, il y aurait beaucoup de choses à faire. La première chose que je ferais, ça serait de réunir les partenaires sociaux pour leur demander leurs priorités, parce que je crois qu'il y aura, au-delà des aspects institutionnels, une conjoncture extrêmement difficile au mois de mars prochain. Il attendrait que la crise soit complètement gommée. Et par conséquent, il faudra hiérarchiser les propositions. Néanmoins, il y a 3 registres qui me semblent importants. Un, c'est renforcer la place et le rôle des syndicats. Parce que j'ai toujours défendu, comme d'autres d'ailleurs, la politique contractuelle. Et pour faire des contrats, il faut être 2. Et par conséquent, il faut que le monde syndical trouve un nouveau souffle. Et je pense que c'est à nous de le donner. Il y a eu des réformes qui ont été entreprises de mon temps. Il y en a eu d'autres pour la réorganisation syndicale plus récemment. Mais il faut vraiment qu'on ait des partenaires très représentatifs, protégés et créatifs. Deuxièmement, c'est les comités d'entreprise. Vous l'avez dit, on avait fait un certain nombre de choses en 82, notamment en leur donnant des moyens matériel pour fonctionner avec le maximum d'indépendance. Je crois que maintenant, il faut leur donner un rôle dans la gestion d'entreprise plus considérable et validé, notamment, je pense, pour les grandes orientations d'entreprise. Il n'est pas normal qu'ils ne soient que consultés pour une OPA, pour des ventes par appartement d'une entreprise, pour en acheter d'autres. Je pense que là, les salariés devraient avoir des droits au moins égaux à ceux d'actionnaires. Ils sont tous les jours dans l'entreprise. Les actionnaires n'y sont parfois que par un clic assez rapide et peu fidèle. Et puis, troisièmement, plus que jamais, c'est renforcer les CHSCT, parce qu'il y a des questions d'environnement extérieur, de qualité de la vie, de l'air, de l'eau, de l'espace du travail, mais il y a aussi les problèmes qui se posent maintenant dans les conditions de travail des personnels. Quand on voit ce qui s'est passé dans un certain nombre d'entreprises, on se rend bien compte qu'il faudra qu'on aille beaucoup plus loin. Et moi, je suis favorable, d'une part donc, à renforcer le rôle stratégique et économique des comités d'entreprise, et d'autre part, de renforcer de façon très musclée aussi le rôle des CHSCT pour les conditions de travail. Quand on voit tout ce qui se passe dans un certain nombre d'entreprises, alors il y a l'arrivée des nouvelles technologies, il y a la pression sur les résultats, la densité du travail et tous les troubles dont on parle, psychosociaux, musculo-squelettiques. Je crois que là aussi, les gens s'interrogent sur la façon dont on les oblige à travailler avec le droit d'expression qui est tombé malheureusement en désuétude et qu'il faut qu'on remette parce que à l'ordre du jour, on est passé, moi j'attendais d'une part la politique contractuelle et d'autre part le système down-up, c'est-à-dire on écoute la base pour influencer le sommet. Maintenant je trouve plutôt c'est top-down et c'est la hiérarchie à tous les niveaux qui impose ses points de vue partout. Donc il y a les 3 registres, syndicats, comités d'entreprise, CHSCT, les institutions représentatives qui sont le fondement de la démocratie sociale. Et là, il n'est pas possible qu'au début du XXIe siècle, on continue à fonctionner comme on a pu le faire dans le passé. Je trouve que l'économie aujourd'hui est un peu, je force un peu le trait, mais à peine un peu féodale.
Alors Jean-Frédéric Poisson, la même question. Vous succédez à Xavier Bertrand au mois de mai 2012. Quelles sont les premières décisions que vous prenez en matière de représentation des personnels dans les entreprises? Avant de succéder à Xavier Bertrand, il faut d'abord que j'en parle à mon épouse qui n'est pas au courant. Donc si vous voulez bien, j'en ai dans la fiction. De réflexion. Ah, très bien. C'est curieux parce que, une fois encore, je partage avec Jean Auroux les grands traits de l'analyse. Et puis, sur 2 points, je vais diverger un petit peu, s'il me le permet, de ce qu'il a dit à l'instant. Je crois qu'effectivement, quelle que soit la majorité qui arrive aux affaires en 2012 prochain, les 2 premières années du mandat vont être absolument terribles. Il ne faut pas se le cacher. Les circonstances économiques, personne ne les maîtrise. Donc il va y avoir de toute façon un certain nombre de choses à traverser qui ne pourront qu'être, auxquelles les partenaires sociaux ne pourront qu'être associés, évidemment, et associés de manière encore plus étroite que ça se fait aujourd'hui, même si, dans la décennie qui vient de s'écouler, on constate quand même que le nombre d'accords nationaux interprofessionnels signés sur des sujets très importants, ou des positions communes, lorsque un nombre, pas restreint, mais seulement quelques organisations syndicales ou patronales étaient signataires, tout ça va dans le bon sens, et la loi Larcher de 2007 a donné une très bonne impulsion au dialogue social, j'allais dire macro, si je puis dire, et ça c'est un bon signe. Moi je dirais, la première chose que je ferais, alors c'est aussi l'usage, monsieur le ministre, que de réunir les partenaires sociaux le lendemain de son arrivée dans le ministère, donc il n'est pas question de faire autre chose que d'y sacrifier, parce que c'est quand même important, bien entendu, et absolument essentiel. Et je le ferai dans 3 directions, assez comparables, mais un peu différentes de celles qu'évoquait Jean Auroux tout à l'heure. Premièrement, je pense qu'il y a un déséquilibre dans l'architecture et la structure du dialogue social en France, au sens où, à la fois sur le plan du dialogue social dans l'entreprise, il me semble qu'il y a, d'une certaine façon, un décalage entre l'esprit des institutions, la façon dont elles ont été conçues, puis la pratique de ces institutions, j'y viendrai après. En revanche, au niveau de la branche professionnelle, qui est pour moi le cœur du dialogue social sur l'ensemble du territoire, là, il est clair qu'il y a 2 choses à faire. La première, c'est de traiter la question de la représentativité patronale. Le Premier ministre François Fillon l'a indiqué dans son discours de politique générale à l'automne dernier. Et la deuxième, c'est de savoir comment les branches professionnelles ou la négociation collective devient un espace plus égal et comment les participants à cette négociation acquièrent un statut qui leur permet de discuter, pas complètement d'égal à égal, parce que malgré tout, ça reste le patron qui emploie, on pourra faire tout ce qu'on veut, ça restera comme ça sans doute encore pendant longtemps, mais quand même, il y a une distorsion de posture qui doit être réglée, et cette distorsion-là ne permet pas, sauf exception, de trouver de bons accords, d'assurer la pérennité des branches, de préparer l'avenir des secteurs d'activité. Tout ça doit se faire dans le monde très très incertain dans lequel nous sommes, d'une façon plus stratégique, plus anticipée, à l'aide d'un dialogue de branche qui est renforcé, et donc effectivement des représentations salariées au niveau de la branche qui soient plus impliquées dans la préparation des négociations et leur déroulement. Le deuxième sujet, c'est sur les instances représentatives du personnel. Et là, je vais faire un compliment à Jean Auroux, qui ne m'en voudra pas de ce fait. J'ai l'impression que les lois Auroux sont faites, elles sont en avance sur leur temps. Et elles sont du mauvais côté de la frontière, si j'ose dire. En avance sur leur temps, pourquoi? Parce que, d'après ce que j'ai compris, alors c'est toujours difficile de parler de l'esprit d'une loi à côté de son auteur, donc je vais faire attention, mais ce sont des instances qui sont fondées et conçues pour fonctionner dans un univers où le dialogue est la règle. Or, elles arrivent, elles continuent d'exister dans une large mesure, même si ça s'est beaucoup amélioré en 30 ans, Dieu merci. Elles continuent de prendre part et de vivre dans un univers dans lequel il est rare que dans les entreprises, le dialogue soit la première posture, et de ce fait, les instances représentatives du personnel, le CE notamment, est plus souvent, et on le regrette, je le regrette en tout cas, plus souvent un lieu d'affrontement qu'un lieu de dialogue ou de préparation et d'anticipation. J'allais dire, la loi Auroux nous a proposé un modèle presque à l'allemande, où effectivement, dans la tradition du dialogue social chez nos amis germaniques, on n'est pas dans une posture a priori d'affrontement. Alors je dis ça à la serpe, hein, pardon, mais comme il faut le dire en 1 minute et demie, c'est un peu bon. On n'est pas dans une posture d'affrontement a priori, donc effectivement, tout ce qui peut faire partie d'un dialogue social, et y compris la participation à la décision que Jean Auroux évoquait tout à l'heure, à laquelle moi je suis opposé pour des raisons que je vais dire, sont plus faciles dans ce contexte là-bas que chez nous. Nous avons un problème culturel, nous, sur le dialogue social, c'est que, sauf au plan interprofessionnel,
même si tout n'est pas réglé facilement. On reste quand même dans une posture a priori de conflit et d'opposition plutôt que de dialogue. Alors, est-ce qu'il faut modifier le pouvoir des comités d'entreprise et les renforcer? Je ne crois pas. Pour deux raisons. La première raison, c'est celle que je viens d'indiquer. Tant qu'on ne sera pas dans une culture plus apaisée du dialogue social, ça me paraît extrêmement risqué. Deuxièmement, question de principe. Il faut s'entendre. Tout le code du travail est fondé sur le fait que c'est l'employeur qui est responsable de l'organisation, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui prend les risques. Ça ne veut pas dire que les autres ne participent pas à la création de richesses ni à l'essor de l'entreprise. Non. En termes de responsabilité juridique et pénale, c'est l'employeur. Alors, si on change de système en faisant, à l'allemande pour le coup, quelque chose dans lequel le CE aurait un droit de veto sur un certain nombre d'opérations ou de choses, etc., on change la philosophie de l'organisation. C'est pas gênant en soi, mais il faut bien s'entendre. Même chose que pour la santé. Si dans les CHSCT, on met de la cogestion, ça veut dire qu'on accepte le principe que l'employeur n'est plus le seul responsable des conditions de travail et de la santé des salariés. Alors, il faut le savoir en ouvrant le débat, mais voilà, ça n'est plus tout à fait le même monde. Donc je ne suis pas pour ça. Je pense que pour faciliter les choses, il y a quelque chose à faire, c'est bien clarifier les compétences entre comité d'entreprise et CHSCT. Parce que ça, c'est devenu problématique. Ce jeu de ping-pong permanent que dans certaines entreprises, on joue entre une instance et l'autre pour retarder... On essaie de contourner quelquefois même. Oui, qu'on contourne. Alors que, non, mais des deux côtés. Je ne suis pas en train de dire que... Enfin, voilà, malheureusement, c'est une pratique... Bon. Ça ne sert pas à ça. Le CE, le CHSCT, c'est pas fait pour se renvoyer la balle, pour gagner du temps. Contre quoi, d'ailleurs, je ne sais pas très bien, mais... bon. Et la partition des compétences, ces espèces de saisines réciproques, etc., ça, il faut que ça s'arrête, parce que plus personne ne comprend rien. Et en fait, ça devient des outils de ralentissement plutôt que des outils d'aide à la décision. Deuxièmement, je pense que, et là, pour le coup, je rejoins le ministre, les CHSCT doivent être une instance dans laquelle on n'envoie plus forcément ceux qui n'ont pas été élus au CE. Ça se fait beaucoup quand même, cette affaire. C'est dommage. C'est une belle instance, compte tenu des thématiques qui viennent sur les conditions de santé, sur les risques psychosociaux, tout ce qui concerne l'environnement de travail en général. Il va se passer des choses très importantes dans la CHSCT. Il doit s'y passer des choses. Et ces instances ne sont pas calibrées aujourd'hui pour que ces choses s'y déroulent. Donc elles sont méprisées. On ne fait pas attention à ce qui s'y dit. Le patron y siège rarement. C'est dommage d'ailleurs parce que... Non mais c'est vrai. Il y a peu. Les médecins du travail ont du mal à y venir. Les inspecteurs du travail s'y bousculent pas non plus. Donc il faut qu'il s'y passe des choses. Que faire? Rendre obligatoire et plus... Enfin, c'est déjà obligatoire, mais... renforcer les obligations de formation des membres. Deuxièmement, encore une fois, bien répartir les champs d'approche entre CE et CHSCT. Troisièmement, instaurer l'élection des membres du CHSCT au suffrage universel. Même modalité de désignation que les membres des comités d'entreprise, il n'y a aucune raison. Et quatrièmement, je pense qu'il faut réfléchir sur les moyens de fonctionnement des CHSCT. Ne parlons pas tout de suite d'heures de délégation, parce que si on commence par dire ça, la discussion s'arrête. Parce que, comment dire, les expériences douloureuses vécues par les représentants des syndicats patronaux diront, attendez, vous voulez parler de délégation, c'est pas la question, on met de côté. C'est une attitude qu'on a déjà vue des deux côtés de la table. Donc commençons plutôt par parler performance de l'instance, crédibilisation, légitimité, formation, moyens de fonctionnement collectif. Et une fois qu'on aura fait ça, je pense qu'on aura des CHSCT. Voilà. Donc 3 chantiers. Rééquilibrage de la négociation de branches, c'est impératif. Répartition plus claire des compétences du CE, du CHSCT. Et 3, accroissement ou renforcement de la légitimité des CHSCT. Et si on a fait ça dans la prochaine législature, on aura fait notre métier. Alors, Jean Auroux disait, lieu de démocratie sociale, l'entreprise n'est pas vraiment un lieu de démocratie sociale. Puisque Jean-Frédéric Poisson le rappelait, le patron prend les décisions, puisque c'est lui le commandant du navire, et les salariés font tourner la machine. Je veux dire, c'est le moteur. Donc d'accord, il faudrait peut-être solliciter le moteur de manière à ce qu'il aille bien, qu'il soit bien huilé. Mais Jean-Claude Mailly, hier, disait, nous ne sommes pas pour le droit de veto. On n'est pas en Allemagne dans un système de cogestion. Ne doit-on pas déterminer que le lieu de démocratie sociale et de dialogue social, c'est la branche, comme disait Jean-Frédéric Poisson, alors que l'entreprise est un lieu où on applique ses règles du jeu, tout simplement? Alors, bon, j'ai apprécié, comme d'habitude, ce qu'a dit Jean-Frédéric Poisson. C'est un bon connaisseur. Et je ne suis pas sûr que tout le monde, dans sa formation politique, ait les mêmes analyses et les mêmes propositions. Mais je ferme cette parenthèse de mauvais goût, mais lucide.
je partage le point de vue, et c'est vrai, il a bien compris ce que je voulais faire, c'est qu'on puisse faire évoluer les relations sociales de l'entreprise d'une culture de conflit à une culture de contrat. Et ça, c'est une grande question qui n'est pas résolue, et ça a été pour moi une certaine déception de voir que cette mécanique contractuelle, avec la négociation annuelle obligatoire, n'a pas trouvé ses marques autant que je le voudrais. Et ça, c'est une première chose, et je vais aussi aller dans son sens, mais même peut-être encore un peu plus loin. Il s'est intéressé aux conventions collectives de branche. Moi, je pense que c'est une très bonne formule. D'abord, il a proposé la simplification du nombre des branches. Moi, je suis d'accord. Et je crois qu'il faut qu'on aille plus loin. On est pour le moment en tout cas, dans un espace européen. Et il faudrait, là aussi, pour éviter les distorsions de concurrence, les dumpings sociaux ici ou là, qu'on puisse développer une politique contractuelle européenne au niveau des branches pour que, par exemple, dans l'automobile, dans la chimie, dans le textile, il y ait sinon une uniformisation, mais au moins une convergence d'abord et progressivement une harmonisation. Et ça, c'est un grand manque de la politique européenne. On aurait des conventions collectives par branche d'activité au niveau européen. Là, on s'y retrouverait, je crois, les uns et les autres. Alors, à condition de ne pas tirer vers le bas, mais d'avancer collectivement. Par contre, là où je retrouve malheureusement manque d'esprit progressiste, c'est qu'on a l'impression que si on donne un peu de pouvoir ou plus de pouvoir aux salariés, on met en cause l'existence et la responsabilité du chef d'entreprise. Non, moi j'ai toujours dit qu'il fallait une unité de direction. Mais pour les grandes orientations stratégiques, on ne peut pas, à mon sens, laisser uniquement le pouvoir aux actionnaire. Et il faut que les gens qui travaillent, qui produisent la richesse, soient concernés et donnent leur mot. Je ne vois pas pourquoi. Alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'au veto? Moi, je ne suis pas très favorable au veto. C'est un peu rustique comme formule et ça arrive souvent trop tard. C'est pour cela que sur le problème de veto des comités d'entreprise qui avait été évoqué en 81, moi, j'avais préféré le droit d'alerte en amont, avant qu'il y ait un problème, qu'on essaie de rechercher des solutions. Mais encore faut-il qu'il y ait cette possibilité, et puisqu'on pose des questions sur l'avenir, moi je proposerais que pour les grandes orientations stratégiques, technologiques, économiques, commerciales de l'entreprise, eh bien, il n'y ait pas simplement une information a posteriori des salariés, mais qu'ils participent intelligemment, dans le cadre de l'intelligence collective, à la décision qui sera prise. Pour le CHSCT, je reconnais qu'il faut clarifier les responsabilités des uns et des autres aujourd'hui. Et on a aussi, comme dans la vie politique, des institutions sociales qui sont parfois compliquées. On joue sur les ordres du jour, sur les calendriers. Et là, il y aurait une simplification à faire. Il y en a sans doute en politique, mais là aussi, de manière à ce que les choses soient plus claires et que ni les uns ni les autres n'utilisent les arcanes des calendriers, des ordres du jour, des quorums, pour arriver à des conclusions qui sont un peu prévues d'avance. Cela dit, je note qu'on est bien d'accord sur le fait que les conditions de travail dans les entreprises aujourd'hui, ça va devenir une priorité en même temps que le chômage et le salaire. Alors, on a évoqué, Jean Roux a évoqué les négociations annuelles obligatoires. On est obligé de négocier chaque année, mais on n'est pas obligé de conclure. Est-ce que là, il ne faudrait quand même pas améliorer le processus pour qu'il y ait une conclusion? Alors, je ne sais pas quelles peuvent être les règles du jeu là-dessus, mais au moins obliger les gens à conclure un accord. On ne peut pas négocier si c'est de la perte de temps. C'est un peu antinomique, la notion d'obliger quelqu'un à conclure un accord. Ou alors il faut le dire, qu'on le fixe dans la loi, ou alors il faut laisser les acteurs jouer le libre jeu. Dans l'architecture de ce système de dialogue des lois de 82, au fond, Jean Roux le rappelait tout à l'heure, on fait confiance à la capacité des acteurs à s'engager contractuellement et puis à traiter eux-mêmes finalement les questions qui... Bon. Un certain nombre d'ailleurs de successeurs ça c'est la réponse du berger à la bergère, mon cher monsieur le ministre, un certain nombre de successeurs, tant au Parlement, peut-être que même qu'au ministère du Travail, n'ont d'ailleurs pas tout à fait compris cette loi dans ce sens. Et je constate qu'on est encore très
très réglementariste ou très législatiste, si j'ose dire, dans la manière d'aborder les Jacobins, dans la manière d'aborder la législation du travail au Parti socialiste, entre autres. Ce qui n'est pas tout à fait l'esprit de la loi de 82, c'est même l'inverse. Parce que il me plaît de rappeler que l'inventeur des dérogations au quota, à la durée hebdomadaire du travail et des heures supplémentaires est quasiment en face de nous, puisqu'avant les années 80, il n'y avait pas de possibilité d'instaurer des heures supplémentaires sans avoir l'autorisation de l'administration. Vous voyez, donc c'est un texte, c'est une loi qui est beaucoup plus contractuelle que l'interprétation qu'on en a faite. C'est ça qui me plaît dans cette inspiration, même si, et c'est un point de différence entre nous, effectivement, moi je ne crois pas que la remise en cause de l'employeur, l'autorité de l'employeur soit un problème en tant que tel. En tout cas, si ça n'est pas vécu comme ça. Mais il faut bien qu'on s'entende sur les termes et sur les conséquences. Si c'est ce qu'on veut, il faut le dire. Si on ne veut pas ça, alors il faut trouver un système qui soit différent. Ce que je crois, c'est que le comité des entreprises, il est fait essentiellement pour traiter de ces questions-là. Il est là pour ça. C'est sa mission. Il devait être centré là-dessus, sur la stratégie de l'entreprise, sur les évolutions à long terme, sur l'impact sur les... Bon, il y a d'ailleurs l'équivalent dans la négociation collective de branche, puisqu'il y a des... dans la négociation collective, il y a des instances qui sont prévues pour qu'on discute de l'avenir du métier, du secteur d'activité, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est assez rarement fait et assez rarement vécu comme ça. Et c'est là la différence d'approche que j'ai constatée aussi avec mes collègues socialistes au Parlement, souvent. C'est de dire, au fond, tout dans les textes aujourd'hui doit conduire à faire ça. C'est la culture des acteurs qui fait que ça ne se fait pas. Ce n'est pas les textes. Encore une fois, il est parfaitement possible à n'importe quel chef d'entreprise de faire au sein du CE un vote informel sur les orientations stratégiques de la boutique pour savoir ce que les représentants du salarié et les membres du CE en pensent. Rien ne lui interdit. Ça n'engage à rien. Le CE ne décide pas sur ce genre de sujet parce que c'est lui qui garde la décision. Donc bon, il n'y a pas de problème. C'est quand même très rarement fait parce que nous n'avons pas en France, encore une fois, la culture de l'échange et du partage des informations. Même s'il ne faut pas noircir le tableau, dans beaucoup d'entreprises, il y a un échange réel quand même, Dieu merci, entre la direction et les salariés. On n'est quand même pas, c'est quand même pas l'enfer ici. Bon. Mais donc c'est vraiment le problème. Et on achoppe là-dessus pour la même raison, que sur les négociations annuelles obligatoires. Dans mon rapport sur les branches, j'ai indiqué qu'il fallait réduire le nombre de sujets faisant l'objet de négociations obligatoires. Pourquoi ? Parce que précisément, formellement, c'est un échec total. Il y a très peu d'accords qui sont pris, à part sur les salaires, parce que là, faut quand même pas... Bon. C'est une grande préoccupation, il faut dire, par les temps qui courent. Bien entendu que c'est normal. Et c'est la moindre des choses qu'on se réunisse tous les ans pour parler de... Aucun problème avec ça. Mais sur tous les sujets qu'on a rajoutés, vous avez négociations annuelles obligatoires, triennales obligatoires, après on vous en faire à 2 ans et demi, puis à 3 ans un quart, et à 4 ans, on n'y comprend plus rien. Négocier dans une entreprise, vous voulez, une entreprise de déménagement, ils portent des cartons, des pianos, etc. Vous allez négocier tous les ans ou tous les 3 ans de la parité dans les entreprises de déménagement ? Vous allez négocier de la politique d'accroissement de la qualification de la main-d'œuvre dans les entreprises de nettoyage industriel ? Vous allez négocier de ça ? Pourquoi faire ? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça que les branches doivent encore s'occuper de ça. Pas la loi. Et le législateur est obligé de prendre en compte ces sujets et de les décider. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas ce dialogue social dans les branches. Ça n'existe pas. Donc à la fin du compte, on revient toujours sur le même point, quel que soit le biais par lequel on aborde le sujet. Le cœur de la question, c'est la branche professionnelle et la culture des acteurs. Donc je pense que la première question posée au pouvoir public, c'est comment le pouvoir public peut faire évoluer la culture des acteurs pour que ça s'améliore. À cette question-là, très franchement, je suis encore en interrogation. Alors, 30 minutes passent vite. On va vous laisser une conclusion à chacun. Alors, on sait qu'on va rentrer en période de campagne. D'ailleurs, ce soir, il y a le premier débat pour les primaires. J'ai appris que M. Auroux n'y serait pas. Je suis d'ailleurs surpris. Ça donnerait un peu d'oxygène. Donc, quel message passeriez-vous au monde du travail chacun, avec quel avenir et des perspectives sur lesquelles vous travaillez-vous dans vos partis respectifs ? Jean Auroux, beaucoup moins aujourd'hui, mais Jean-Frédéric Poisson, quelle perspective dans cette crise, sortie de crise ou pas Alors, moi, j'aurais simplement deux recommandations à faire. La première, c'est qu'il faut alléger la loi plutôt que de l'alourdir. L'alléger, ça ne veut pas dire qu'on rogne sur les droits des gens. Je fais partie de ceux qui pensent absolument qu'on doit simplifier le code du travail et qu'on peut le faire en maintenant un niveau de droit équivalent pour les salariés comme pour les employeurs, car il n'y a pas que les salariés qui ont des droits dans le code du travail.
Deuxième élément, je suis très frappé par les évolutions sociologiques des attentes vis-à-vis de l'univers professionnel. Et quand je vois les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail, ils vont percuter le monde dans lequel nous sommes d'une manière extrêmement, j'allais dire brutale, pas violente, mais brutale. Pourquoi ? Parce que tout ce sur quoi est fondée l'architecture du Code du travail aujourd'hui est complètement remise en cause par ce qu'ils attendent, eux, de leurs conditions de travail. Le lien de subordination va évoluer. La notion de règlement intérieur, c'est-à-dire la conséquence du fait qu'on est attaché à un poste de travail, à une équipe, à des horaires, etc., à un lieu fixe, va évoluer. Les nouvelles technologies vont complètement faire éclater ça avec un danger réel pour le collectif de travail qui est un souci. Et je comprends mes amis et collègues de gauche quand ils évoquent ce sujet, on comprend mal ça chez nous, mais comment dire, c'est un vrai problème. Et en particulier, et par-dessus tout, les jeunes générations qui arrivent maintenant ne veulent plus sacrifier leur vie et leur qualité de vie à leur vie professionnelle, même si c'est pour gagner davantage d'argent. Travailler pour vivre et non vivre pour travailler. Bien sûr, mais ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant. Ne souhaitent plus se faire mal à la tête, au dos, et comme ils ont vu leurs parents entrer la tête à l'envers, le dos en bouillie, mal au ventre, etc., c'est terminé. Veulent des conditions de travail décentes, veulent une politique de santé au travail qui ressemble à quelque chose, et choisiront, à mon sens, leur environnement de travail en fonction de critères beaucoup plus qualitatifs de vie et d'environnement de travail que sur le contenu du poste et le salaire. Cela étant dit, pour l'instant, on ne s'en rend pas trop compte parce que la crise fait qu'on s'accroche à peu près à ce qu'on a. Mais j'attire l'attention sur le fait que lorsque on sera un peu sorti du marasme, mais ça va finir par arriver un jour, le plus vite possible, j'espère, lorsque ces générations auront le choix. Je crains que les entreprises qui ne sont pas préparées à ça ne connaissent un certain nombre de déconvenues. Donc je dirais, 1, attention au dialogue social et aux branches professionnelles, c'est le cœur du sujet, à mon sens, et c'est l'urgence. 2, engageons, et on peut le faire de manière collective et intelligente en plus et concertée, une simplification du code en ayant le souci d'alléger pour tout le monde la pratique, mais de maintenir les droits. Et 3, faisons bien attention à l'évolution des demandes des nouvelles générations parce qu'elles arrivent avec des habitudes qui vont percuter et nous obliger à modifier profondément notre conception du travail et donc l'architecture et le contenu sans doute de notre code du travail. Et bon courage à tous parce que ça fait du boulot pour le coup. Alors, le dernier mot reviendra donc à Jean Auroux. Bon anniversaire pour les 30 ans des lois Auroux d'ailleurs. Et donc le message, et puis nous conclurons. Alors, un mot de souvenir, puisqu'il y a 30 ans, presque jour pour jour, puisque c'était le 16 septembre, je rendais public le rapport sur les nouveaux droits des travailleurs, qui était un document particulier, puisque c'est un peu inhabituel qu'un chef d'État, qu'un président demande à un ministre de faire un rapport. D'habitude, c'est à un parlementaire, c'est à un spécialiste. Et donc, j'ai fait, pendant les vacances de 81, ce rapport que j'ai rendu public le 16 septembre de la même année. Et fin octobre, c'est pour cela que si on reprend des fonctions les uns ou les autres, il faut aller vite. Mitterrand m'avait toujours dit, ce qu'on ne fait pas la première année, on ne le fait jamais. Et donc, fin octobre, toutes les grandes orientations de ce rapport étaient validées en Conseil des ministres. Et pendant toute l'année 82, nous avons décliné ces textes avec le soutien du président, du Premier ministre et d'un Parlement compréhensif, mais qui a fait beaucoup d'heures supplémentaires, ou en tout cas de sessions extraordinaires. Déjà, oui, mais ça, c'est pas nouveau, ça c'est d'ailleurs confirmé. Ce que je voudrais dire, moi, d'abord, pour moi, la démocratie, c'est 3 choses. C'est le partage du pouvoir, de l'avoir et du savoir. Et le partage du savoir, c'est les questions d'éducation et d'information permanente, aussi bien qu'initiale. Le savoir, donc l'avoir, c'est la redistribution, c'est les salaires, c'est la politique sociale. Et le pouvoir politique, il est assez bien réparti, mais le pouvoir économique, il est quand même encore un peu confisqué par les mêmes, ceux qui sont soit les détenteurs du capital, soit ceux qui sont, parfois, je vais exagérer, ils ne sont pas tous comme ça, Dieu merci, les mercenaires du grand capital qui sont au service des actionnaires de plus en plus gourmands. Donc moi, c'est là où je pense qu'effectivement, mon collègue a raison de dire que la sociologie a changé et que je ne referai pas aujourd'hui exactement la même chose qu'il y a 30 ans. C'est une nouvelle génération. Moi, je rencontre les jeunes aussi. Ils sont attachés à une profession, à un travail, à une évolution de carrière, à des revenus,
mais sans doute pas le même attachement de carrière unique dans la même entreprise. Et ils sont plus mobiles sur le plan professionnel, etc. Pas tous, mais quand même, c'est un changement culturel important. À propos de changement culturel, pour qu'on y ait une politique contractuelle qui va pour moi de l'entreprise à l'Europe, en passant par les branches, parce que je crois qu'il va falloir donner aussi cette dimension-là à l'Europe, surtout si on a de nouvelles stratégies économiques et monétaires, on ne pourra pas faire l'impasse sur la dimension sociale. Mais je crois aussi qu'on parlait de culture, c'est vrai qu'il faut... Mais la culture, mais j'ai noté que Jean-Frédéric Froisson mettait au pluriel sans doute la culture syndicale, mais aussi la culture patronale, parce que c'est un système interactif. Et le comportement de l'un induit le comportement de l'autre. Et pour faire des contrats, il faut que les deux aient envie de contracter et d'aller vers un accord. Et en France, il y a quand même un déséquilibre de ce côté-là. Pour finir sur la question, pour ce soir, en ce qui concerne la première étape des primaires, bien que je n'ai pas eu une grande approbation de cette démarche, je la trouve longue, compliquée, et bon, on verra bien. Je souhaite que le monde du travail soit présent dans les débats, sinon ce soir, mais dans les différents débats, et surtout soit présent au niveau de la campagne électorale pour que le monde du travail sache aussi qu'il est pris en considération pour les échéances à venir. Alors ça donnera peut-être du travail aussi à Jean-Frédéric Poisson et à moi, mais en tout cas, je trouverais dramatique qu'on ne parle que de délinquance, de monnaie, et pas de code du travail, du monde du travail pour les prochaines échéances. Donc on a 6 mois pour mobiliser tout le monde. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de votre fidélité, puisque Jean Auroux et Jean-Frédéric Poisson sont très fidèles à notre salon et on les remercie. Et on se donne rendez-vous tout à l'heure avec Bernard Van Krenest pour l'interview qui sera la dernière interview d'ailleurs de ce salon. À tout à l'heure donc, et cliquez sur www.salonce.com.